Voilà, bonjour. Voici la correction donc, de l'examen de l'option spécifique chimie du lycée cantonal du Jura, session 2018. Nous abordons la question numéro 1, plus précisément la question 1.1, qui est l'agent oxydant qui permet de réaliser une pile, donc une réaction spontanée, en utilisant une solution contenant du bromure, Pr-, mais pas de chlorure. D'accord? Donc il nous faut spécifiquement un oxydant du bromure qui ne peut pas attaquer le chlorure. En tout cas, je le comprends comme ça. Justifiez votre réponse. Alors, vous regardez vos potentiels, vos demi-réactions. Hein. J'ai ici sélectionné des demi-réactions pertinentes dans notre cas. Nous avions du chromate de potassium, du permanganate de potassium et de l'acide nitrique. Alors l'équation ici est caractéristique du permanganate, d'accord. Là nous avons le chlorure qui nous intéresse. Ici nous avons le chromate. Les deux doivent être en milieu acide. Hein. Vous voyez, plus H+, plus H+, plus 8H+, plus 14H+. Ces deux sels doivent être en milieu acide pour pouvoir être oxydants comme ceci. Ensuite, j'ai sélectionné aussi le bromure et l'acide nitrique. Alors, l'oxydant, hein, la force des oxydants, je vous rappelle, elle va dans ce sens-là. La force des réducteurs va dans ce sens-là. Vous devez pouvoir avoir un oxydant qui attaque le bromure, mais qui n'attaque pas le chlorure. Donc, la réponse est le chromate. Le chromate en milieu acide va pouvoir prendre des électrons au bromure. Le bromure va donc s'oxyder en dibrome. Et le chromate, lui, va se réduire en chrome 3+. Réponse A, K2CrO7 dans H+. La deuxième question. Alors, parmi les énoncés ci-dessous, choisissez celui qui illustre le mieux l'idée fondamentale de la théorie de répulsion des paires d'électrons de valence VSEPR. Alors, l'angle entre les deux, le point A, entre deux ou plusieurs liaisons est déterminé surtout par les répulsions entre les électrons de liaison et les autres électrons. Eh bien, ceci est juste. Je vous rappelle que si nous avons par exemple cette chose-là, qui est donc l'ammoniac, voici les électrons de liaison, c'est un type AX3, et ça, c'est les autres réactions double et libre, c'est un AX3E. Il y a donc 4 paires autour de l'azote, donc nous avons un angle de 109, c'est un tétraèdre. L'angle entre deux ou plusieurs liaisons est déterminé surtout par les répulsions entre les électrons de liaison. Non, les doublets non liants ont aussi leur rôle à jouer. Et le point C, les géométries de molécules déterminées par les formes des orbitales, ce qui est relativement juste, qui est juste finalement, qui se recouvrent de manière à établir les liaisons chimiques. Par conséquent, pour déterminer la géométrie de molécules, il faut commencer par connaître les formes des orbitales qui interviennent dans les liaisons. Alors, ceci n'est pas tout à fait juste, si je le comprends bien. Il ne faut pas connaître les formes des orbitales. Nous n'avons même pas vu en fait les formes des orbitales dans le cours de chimie. La formule de Lewis suffit largement pour déterminer le module VSEPR. Donc la forme des orbitales atomiques n'est pas une obligation. Mais elle peut être aussi utilisée. Alors, la solubilité du tétrachlorométhane dans l'eau à 25 degrés est de 1,2 g par litre. La solubilité du trichlorométhane, CHCl3, à la même température, et regardez bien, 10 fois plus grande, 1,2 g par litre, 10,1 g par litre. Pourquoi le trichlorométhane est-il presque 10 fois plus soluble dans l'eau que le tétrachlorométhane? Eh bien, ça, j'ai fait le dessin ici. Ça vous rappellera certaines choses de première année. Voici le tétrachlorométhane. Le carbone ici est un carbone tétraédrique. Chaque chlore sont chargés partiellement moins. Donc vous avez 4 sommets delta moins
qui ont un barycentre, un centre de masse négatif au centre sur le carbone. Et le carbone, lui, est la partie positive et son centre de masse est naturellement sur lui-même. Donc le centre de masse des charges négatives et des charges positives se trouvent toutes deux sur le carbone. Donc il n'y a pas de polarisation, il n'y a pas de pôle moins et plus distinct dans cette molécule. C'est une molécule apolaire, donc elle se mélange très mal à l'eau, elle ne va pas pouvoir former des liaisons intermoléculaires fortes. Solubilité basse. Le HCl3, donc le chlorométhane, le trichlorométhane, ici, a cette liaison CH. Alors je vous rappelle que dans ces analyses de charges partielles, nous regardons la différence d'électronégativité. La différence d'électronégativité, c'est plus petite que 0,4. Donc ce H n'est pas chargé partiellement. Par contre, le carbone ici est chargé 1, 2, 3 delta plus. Et les chlores, oulala, je m'excuse, moins, delta moins, delta moins, delta moins, décidément. Et donc là, vous avez un centre de charge négative entre les trois chlores et un centre de charge positive sur le carbone. Donc il y a un pôle plus et un pôle moins distincts, géométriquement distincts dans l'espace. Donc c'est une molécule qui est polaire, très polaire, pas forcément, mais suffisamment polaire pour créer une différence de solubilité dans l'eau, un facteur 10. Soit la réaction simple à une étape A à état gazeux se transforme en B à état gazeux. La réaction produisant B se fait à une vitesse K1 fois la concentration de A et la réaction inverse est la constante K-1 fois la concentration de B. Nous n'avons pas vu la cinétique, mais je vais simplement vous allez tout de suite voir pourquoi nous pouvons résoudre ce problème. Quel serait l'effet d'une augmentation de la concentration de A sur la vitesse de la réaction directe? Regardez bien. La vitesse de consommation de A est de K1 fois la concentration de A. La vitesse de consommation de B, donc dans ce sens, c'est K-1 fois la concentration de B. Si on augmente A, nous augmentons la vitesse de consommation de A, donc nous fabriquons plus de B. D'accord? Donc si nous augmentons A, nous accélérerons la consommation de A. Eh bien, c'est le principe de Le Chatelier, car le principe de Le Chatelier, c'est quoi? Une modification d'un système à l'équilibre forcera ce même système à contrecarrer la modification, c'est-à-dire que si j'ajoute A, le système va consommer A. D'accord? Finalement, la partie 1.5. Les graphiques I et I2 représentent les courbes de titrage de deux acides faibles, d'accord, par une solution de NaOH 0,1 molaire. De ces deux solutions d'acide, laquelle est la plus concentrée? Eh bien, naturellement, la plus concentrée sera celle qui nécessite le plus d'NaOH pour trouver le point d'équivalence. Ici, nous avons besoin d'à peu près 40 ml de NaOH, peut-être un peu moins, et ici nous avons besoin de 30. D'accord? Donc cette concentration est plus petite en acide que cette concentration-là. D'accord? C'est la moins concentrée. Hein. La moins concentrée, c'est relativement pas très bien écrit. La moins concentrée des deux, la plus faiblement concentrée. Le point B, lequel de ces deux acides a le plus grand Ka? Je vous rappelle que le Ka se retrouve au milieu de la zone tampon. Le pK ici est autour des 6, à peu près. Et là, le pK se trouve autour des 8. Donc, cette substance-là est la plus concentrée et a le pK le plus grand. Cette substance-là a la concentration la plus faible et le pK la plus petite. Voici pour l'exercice 1.